Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. C'est la première d'une série, en fait, qu'on va consacrer aux grands enjeux environnementaux actuels. Et aujourd'hui, on s'attaque à un ressenti qu'on connaît, je crois, de mieux en mieux. Cette chaleur parfois écrasante dans nos bâtiments l'été. Avec les canicules qui semblent s'intensifier, comment on fait pour que nos maisons, nos bureaux, nos écoles restent vivables, restent des refuges? C'est vraiment la question au cœur des documents qu'on va regarder de près ensemble. Oui, absolument. Et les chiffres, notamment ceux de Météo France, ils le confirment, hein. Ces vagues de chaleur, elles sont plus fréquentes, plus intenses, elles arrivent plus tôt dans la saison. On l'a bien vu en 2019, 2022 aussi. Ça s'accélère, quoi. Et ça nous oblige vraiment à penser dès maintenant à comment vont se comporter les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, disons vers 2050. C'est un sacré défi d'anticipation. Alors justement, plongeons dans ces analyses. Comment les pros, comment ils essayent de mesurer et surtout d'améliorer ce fameux confort d'été? Il y a un terme qui m'a marqué dans les sources, c'est bâtiment bouilloire. Franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Ça rappelle les passoires énergétiques pour l'hiver, mais version été. On sent bien qu'il y a un enjeu de justice sociale là derrière. Et visiblement, la réglementation actuelle, la RE 2020, même si elle est là, elle suffit pas forcément à elle seule pour écarter ce risque de surchauffe. Pourquoi ça coince? C'est un constat qui revient beaucoup, oui. L'outil principal pour évaluer ça avant la construction, c'est la simulation thermique dynamique, la STD. C'est très utile, en théorie, mais les sources soulignent des faiblesses assez courantes dans la façon dont on l'utilise. Un point vraiment critique, c'est le choix du fichier météo qu'on donne à manger à la simulation, si vous voulez. On voit souvent des termes un peu vagues, genre fichier caniculaire ou juste le fichier météonorme. Or, attention, météonorme, ça propose plusieurs types de fichiers pour un même endroit. Sans préciser lequel, on risque de passer à côté des vrais extrêmes. Ah oui, d'accord, je vois. Utiliser un fichier météo trop gentil en quelque sorte. C'est un peu comme prévoir la résistance d'un pont pour une brise légère et pas pour la grosse tempête qui arrive une fois tous les 10 ans. On sous-estime le vrai problème. C'est exactement ça. Voilà pourquoi les experts insistent tellement sur l'utilisation de fichiers météo qu'ils appellent dimensionnants. Il faut que ces fichiers représentent vraiment la sévérité des canicules récentes ou celles qui sont probables dans le futur proche. Pour ça, on utilise des indicateurs plus précis. Les degrés jours de réfrigération, DJR ou DGU, ça mesure la quantité de chaleur en quelque sorte. Ou alors des probabilités, comme la PE10, ça simule une chaleur qui a statistiquement une chance sur 10 de se produire chaque année. Se baser sur une seule année passée, même 2003 qui a marqué les esprits, ce n'est plus suffisant. Le climat a déjà changé, et puis 2003 n'était même pas la pire année partout en France. Et l'autre point clé, c'est comment on mesure le confort lui-même. Dépasser un seuil fixe, mettons 28 degrés Celsius, ça ne dit pas tout sur notre ressenti réel. Les sources recommandent plutôt le concept de confort adaptatif. C'est défini dans une norme, la EN 16798-1. C'est beaucoup plus proche de la réalité en fait. Ça prend en compte notre capacité à nous adapter. On s'habille plus léger, on ouvre les fenêtres la nuit, on met un ventilateur. Notre corps, nos habitudes, tout ça s'ajuste en fonction de la température extérieure des jours précédents. C'est plus dynamique, quoi. Oui, c'est logique. Ça paraît plus humain comme approche. Mais alors, au-delà des calculs, des simulations, est-ce que les documents proposent des actions concrètes, des trucs à faire systématiquement? J'ai vu passer un manifeste qui parlait de 5 actions sans regret. C'est quoi exactement? Oui, et ça, c'est vraiment fondamental. Ces 5 actions, c'est un peu le socle, la base de tout. Premièrement, bien concevoir les fenêtres et surtout, les protéger du soleil avec des protections extérieures. C'est bien plus efficace. Deuxièmement, isoler correctement, en particulier la toiture. C'est souvent par là que la chaleur rentre le plus. Troisièmement, permettre une bonne ventilation la nuit. Pouvoir ouvrir grand pour faire rentrer l'air frais et évacuer la chaleur accumulée. C'est la surventilation nocturne. Quatrièmement, utiliser l'inertie du bâtiment, les matériaux lourds qui peuvent stocker la fraîcheur de la nuit et la restituer doucement le jour. Et cinquièmement, installer des brasseurs d'air. Ça ne baisse pas la température, mais le mouvement d'air améliore beaucoup le confort ressenti. Et tout ça, ce sont des préalables avant même d'envisager de mettre une climatisation active. D'accord. En gros, on revient aux fondamentaux de la conception bioclimatique, des principes de bon sens finalement. Mais si c'est si fondamental, pourquoi les sources insistent autant dessus? On a l'impression que c'est encore une bataille à gagner sur le terrain. C'est une très bonne remarque, sans doute parce que la facilité ou le réflexe parfois c'est d'aller directement vers la simulation complexe
ou la solution technique, genre la CLIB. L'idée ici, c'est de vraiment renforcer ces garde-fous de conception, peut-être même par des obligations de moyens, qui sait. La STD, la simulation, elle reste utile, bien sûr, pour affiner les choix, pour les cas complexes, mais à condition d'utiliser les bonnes données, les bons indicateurs, et qu'elles servent à optimiser le projet, pas juste à cocher une case pour la réglementation, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance des usages, de comment les gens vivent dans le bâtiment, et aussi la nécessité de penser à des lieux refuges frais pour les personnes les plus vulnérables. Donc, si je résume, pour adapter nos bâtiments à la chaleur de demain, il faut plus de rigueur dans les méthodes d'évaluation, les bons fichiers météo, le confort adaptatif. Mais surtout, il faut commencer par appliquer systématiquement ces principes de conception résilients, ces actions sans regret dont on a parlé. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question de fond, soulevée par ces analyses. Comment on fait pour que cette adaptation, qui est indispensable pour notre santé, notre bien-être, comment on s'assure qu'elle ne crée pas de nouvelles inégalités? Que nos bâtiments restent vraiment des abris protecteurs pour tout le monde face au changement climatique? C'est un défi technique, c'est sûr, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un enjeu profondément social. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. C'était passionnant. Et la prochaine fois, justement, dans cette série sur l'environnement, on se penchera sur l'évolution attendue de la réglementation RE 2020 pour 2025 et les défis que ça soulève. Rendez-vous bientôt.